Alors bonsoir à tous, on va ouvrir la séance, on va commencer par faire l'appel. Madame Naziza Kadouri. Présent. Monsieur Florent Ressian. Présent. Je réessaye, c'est bon. Un peu moins fort. Alors, Madame Michèle Vella qui donne pouvoir à Monsieur Drummond. Monsieur Nicolas Bourgeois. Madame Eliane Ernaud. Monsieur Éric Drummond. Présent. Monsieur Laurent Agostini donne pouvoir à Monsieur Ferrec. Madame Cindy Hall donne pouvoir à Madame Caron. Monsieur Sébastien Henriquet. Présent. Madame Gaëtane Paul. Présent. Monsieur Vincent Doumongi donne pouvoir à Monsieur Moulard. Madame Aurélie Gauthier, donc elle est dans un problème de train, là, ce qui s'est passé à Aurélie, donc elle arrivera un peu plus tard. Monsieur David Herblot. Présent. Madame Sabine Delepierre. Monsieur Fabrice Cavillier. Madame Florence Louis. Monsieur Michel Roux. Madame Caroline Moulin. Monsieur Jean-Marc Fac. Madame Christine van der Straten. Monsieur Patrick Ferrec. Présent. Madame Yasmine Cheni. Présente. Monsieur Jean-Noël Gurdala donne pouvoir à Madame Willy. Madame Valérie Caron. Présent. Monsieur Alexandre Boujard. Présent. Madame Anne-Charlotte Tassin. Présente. Monsieur Stéphane Franz. Présent. Madame Christine Klopner. Présente. Et Monsieur Nicolas Moulin. Donc on va nommer le secrétaire de séance Stéphane Franz. Donc le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation des comptes rendus des conseils municipaux. Donc celui du 6 juillet et celui du 13 juillet. Est-ce que vous avez des remarques ? Simplement, pour la dernière petite phrase au sujet du compte rendu du 13, à propos de M. Drummond et de M. Bourgeois sur leur investissement, je crois que cette phrase est très malvenue parce que vous ne connaissez pas les investissements qu'on peut avoir dans d'autres milieux associatifs, d'une part, et d'autre part, avoir des conseils d'une personne pour qui on est retourné aux élections, pour moi, est très malvenue. Voilà. Oui, le compte rendu doit refléter un débat, cette phrase a été Il y a dite. pas eu de Donc débat, c'est une réponse. oui, c'est une réponse, donc la réponse a été faite, donc le compte rendu reflète la teneur de la réponse. Moi, j'avais juste une question pour la question numéro 2 et votre réponse. Il faut comprendre finalement qu'aucun élu n'aurait relevé les recettes en fin de journée pour la patinoire. Pardon ? La réponse que vous avez faite, Oui. faut-il comprendre qu'aucun élu ait pris les recettes en fin de journée de la patinoire? Les élus sont venus garder les recettes donc dans une boîte qui était fermée, donc qui a été gardée en mairie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc on passe au vote. Donc qui est contre le compte rendu du 6 juillet? Qui s'abstient? Qui est pour? Et donc le compte rendu du 13 juillet, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le point numéro 2, ce sont les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? Au niveau des montants sur les préemptions, il n'y a aucun montant. On dit qu'il y a des préemptions.
sans connaître les montants. Donc les montants ont été donnés en commission urbanisme, je pense que vous étiez là, non? Mais je peux le redonner. Donc le montant est de 190 000 € pour la décision 113. Ça a été donné. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Le point numéro 3, donc la fixation du montant de l'indemnité de fonction d'un conseiller municipal. Donc nous avons souhaité créer un poste de conseiller municipal avec délégation et donc de rémunérer en fait ce conseiller municipal pour le travail accompli. Voilà, donc en fait la loi donc, encadre en fait cette rémunération qui doit rester dans une enveloppe maximale qui est autorisée pour les élus. Donc ce qui est fait, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous connaître la source exacte de la base légale que vous avez utilisée, parce que je n'ai pas retrouvé les textes qui renvoient la possibilité de rémunérer, sinon à avoir une délégation spéciale. Donc c'est le Code général des collectivités locales, donc les articles L 2123-20 et les suivants. Je vous lise la phrase? Je viens, je les ai sous. Alors, pour les conseillers municipaux avec ou sans délégation, l'article L 2123-24-1 du CGCT prévoit que des indemnités peuvent être versées par le conseil municipal aux conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints ne soit pas dépassé. Voilà, c'est ce qui nous concerne. Est-ce qu'on peut connaître, puisqu'on va décider l'attribution à un conseiller municipal avec une délégation, les fonctions de cette personne, même si elles ont déjà été annoncées avant même le vote en conseil municipal par le magazine? Oui. Est-ce que le conseil municipal peut en être informé avant que ce soit publié au magazine? La décision n'a pas encore été, l'arrêté n'a pas encore été pris de nomination. Bon, c'est Christine van der Straten qui va être nommée, conseillère municipale avec délégation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, le point numéro 4, donc c'est la désignation d'un délégué à la protection des données personnelles. Donc en fait, on doit désigner un délégué pour la protection des données personnelles des différents fichiers que la mairie peut avoir. Donc c'est une adaptation d'une circulaire européenne que la CNIL en fait nous demande. Donc afin de répondre en fait aux nécessités de la mairie, en fait on se raccroche à un contrat que propose l'ADICO pour mutualiser en fait les délégués à la protection des données, parce qu'en fait ça ne nécessite pas de poste à temps plein au niveau de la mairie. Donc en fait l'ensemble des communes en fait passe un contrat avec l'ADICO pour déléguer en fait cette fonction à l'ADICO. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez le contrat qui a été fourni avec l'ordre du jeu. Non? Donc je peux rappeler que l'inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre collectivité et une sensibilisation au principe de la protection des données, donc sera facturé pour un montant forfaitaire de 911,25 € hors taxe. Et la désignation d'un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions conformément au RGPD pour un montant annuel de 1 341 € hors taxe. Et donc ceci pour une durée de 4 ans. Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.
Donc le point numéro 5, en fait, c'est soyez informés du rapport des observations qui ont été émises par la Cour régionale des comptes qui a été auditée la CCAC. C'est à titre d'information. Ce document n'appelle pas de vote. Alors, normalement, je pense que le document doit être mis sur le site. Je ne sais pas si c'est fait. Pas encore. Donc le document sera mis sur le site internet de la ville. Donc si vous voulez le consulter, c'est très intéressant. Donc de comprendre un petit peu à quoi sert la CCAC, ce qu'elle fait, et notamment toute l'activité qui est autour de la piscine. Ah oui, pardon, c'est vrai que je me suis un peu avancé. Donc on vous transmet là l'information sur la Cour régionale des comptes, et on vous transmet également le rapport d'activité. Je me suis mélangé un petit peu entre les deux. D'accord, donc il y a le rapport de la Cour régionale des comptes sur l'analyse financière des comptes de la CCAC, et on vous transmet également les rapports d'activité 2017 de la CCAC. Donc ce sont les rapports d'activité de la CCAC qui seront mis en ligne. Peut-être une question, s'il vous plaît, au sujet de la CCAC. Oui. Où en est l'évolution de l'étude sur la fusion des comités de communes? Ça va être à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire, donc je vous laisserai le président vous répondre. Il y a des informations. Le point numéro 7, donc la désignation des membres d'un comité de vie du château. Donc là, en fait, sur les 3 prochains points, on va recréer en fait les comités que l'on avait mis en place l'année dernière. Donc le comité de vie du château, le principe, c'est de donner la parole aux utilisateurs du château, donc qui sont notamment les associations. Donc ce comité de vie est composé donc, de l'adjoint chargé aux travaux, de l'adjointe chargée notamment des associations, d'un conseiller municipal, donc de la liste minoritaire, donc vous devez désigner, et d'un représentant de chaque association qui sont présentes au sein du château. Est-ce que vous avez décidé du conseiller municipal qui représentera votre... Madame Michel Bella. Non, pour le comité de vie, il n'y en a qu'un seul. C'est pour les autres comités qui... Donc pour le public, le comité de vie du château donne son avis et peut formuler des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement du château, et notamment donc, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités et l'animation culturelle, les projets de travaux ou d'équipement, ou la mise à disposition des locaux. Donc, ça permet de rendre l'utilisation du château un petit peu plus intéressante. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? T'as le pouvoir de service, Michel, de pouvoir de service. Si tu peux gagner. Ici. Donc à partir du point numéro 8, nous rejoint Michel Roux et son pouvoir. Donc le point 8, c'est la désignation des membres du comité consultatif en charge de la rétrocession des baux commerciaux, des fonds de commerce et artisanaux. Donc j'ai souhaité remettre en place ce comité consultatif, voilà, pour qu'il soit opérationnel au cas où, mais on n'a pas de bail pour l'instant. Quelle est, une question à ce sujet-là, quelle est l'utilité réelle au vu de ce qui s'est passé l'année dernière au sujet de la préemption du magasin de décoration qui s'est transformé en magasin de chaussures? Tout ça pour empêcher une agence immobilière de s'installer qui s'est quand même installée à côté.
Alors en fait, oui, mais elle s'est installée elle s'est installée sans bail. C'est-à-dire qu'en fait, la mairie ne peut intervenir que dans son champ de compétences. Donc en fait, elle s'est installée dans un local où il n'y avait pas de bail à reprendre. La mairie ne peut préempter qu'un bail. Donc elle a utilisé une façon détournée. D'un autre côté, elle n'a pas remplacé un commerce existant, parce qu'en fait, les murs dans lesquels elle s'est installée étaient des murs d'habitation. Donc en fait, elle est venue, j'allais dire, renchérir, enfin pas renchérir, mais augmenter le nombre de commerces de la ville. Mais elle n'a pas remplacé un commerce existant par une agence immobilière. Donc ça a été, je pense, à mes yeux, plutôt positif. Ça a permis l'installation d'un chausseur sur la ville. Donc la création du comité, donc on prend 8 conseillers municipaux, donc 6 pour la liste du bon sens et 2 conseillers pour la liste La Morlaix Alliance Avenir, ainsi que le président de l'association des commerçants de La Morlaix. Est-ce que vous avez donc les 2 conseillers pour Monsieur Florent Ression et Monsieur Éric Brumont. Florent Ression. Donc pour notre liste, les membres sont Aurélie Gauthier, Patrick Ferrec, Christine Klotner, Yasmine Chani, Gaëtan Paul et Christine Andostraten. Donc je ne siégerai pas dans ce comité pour toute partie. Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Une question oui. À propos de la représentante de l'association des commerçants. Oui, c'est le président de l'association des commerçants. Actuellement, on connaît sa représentativité. Elle représente combien de commerces? Pas tous. Essentiellement des commerces de centre-ville. Je ne suis pas président de l'association, donc j'aurais du mal à vous répondre à cette question. Mais on peut s'en saisir. Donc savoir si elle a un poids au niveau de la parole, si elle représente réellement l'ensemble du moins une grande majorité des commerçants. Elle représente, je pense, une certaine quantité en fait des commerçants de la ville. Maintenant, effectivement, ça a été, il faut qu'elle arrive à faire un travail de terrain pour refédérer autour d'elle les commerçants de la ville qui ont pu être aigris par certains agissements du passé. Donc, il faut redonner confiance aux commerçants pour s'inscrire dans une démarche positive. Donc, effectivement, il y a quelques commerçants qui aujourd'hui n'ont pas encore choisi de réadhérer à cette association, mais je sais qu'elle est relativement active et qu'il y a des nouveaux commerçants qui sont venus la rejoindre. Vous en faites partie, monsieur Delon? Non. Et juste pour info, il me semble qu'il y a environ entre 40 et 45 membres. Oui. Ce qui représente, je crois, sur 120 commerces recensés. Pour donner un ordre d'idée. Oui, mais en fait, la difficulté du commerce de la ville, c'est qu'en fait, vous avez 3 zones d'accord commercial. Donc la Libération, la Seigneurie et le centre-ville. Et c'est vrai que ces commerces ont des natures déjà différentes, parce que sur la Libération, vous avez forcément des commerces de restauration, des commerces de couche. À la Seigneurie, plutôt des surfaces commerciales. Donc aussi bien donc les intérêts divergent. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal un petit peu à se rallier à cette association qui, pour l'instant, est pilotée un petit peu, j'allais dire, par les commerces de centre-ville. Mais bon, on aide un petit peu à rallier un peu tout le monde. On a fait quelques réunions de commerçants où on avait des commerçants de la Seigneurie qui sont venus, quelques commerçants de l'Avenue de la Libération. Donc on travaille un petit peu à l'union des différents commerces de la ville. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point numéro 9, c'est la désignation des membres donc, du comité consultatif de construction d'une médiathèque municipale. Donc la médiathèque, c'est toujours le projet phare de un des projets phares de notre liste. Et donc à ce titre-là, nous souhaitons la mise en place d'un comité consultatif pour faire participer tout le monde à la mise en place de ce nouveau bâtiment qui nous semble essentiel pour la ville.
Donc on respecte également le principe de la représentation proportionnelle. Donc ce comité consultatif comprend 8 membres, donc 6 pour la liste du bon sens et 2 pour la liste La Morlaix Alliance Avenir. Est-ce que vous pouvez me donner les membres choisis? Madame Eliane Ernaud et Monsieur Bourgeois. Voilà. Alors, pour la liste du bon sens, les membres sont Stéphane Franz, Anne-Charlotte Tassin, Yasmine Chiani, Valérie Caron, Christine van der Straten et Nicolas Moulin. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Le point numéro 10, donc c'est la mise en place de la dématérialisation d'envoi des convocations aux séances du conseil municipal et ainsi des rapports et annexes. Donc on a pu évaluer à peu près le coût global d'impression pour les convocations aux conseils municipaux. Donc le coût global annuel est évalué à peu près à 4 200 €. Donc pour essayer de faire un peu d'économie, nous proposons donc une solution de dématérialisation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il me semble que les économies sont un petit peu relatives, parce qu'il faut quand même déduire l'achat du logiciel, l'abonnement à Vico, donc c'est peut-être pas 4 210 €. 4 210 €, c'est le coût global. Ah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça allait que le coût de convocation des conseils municipaux était de 4 210. J'ai pas dit que l'économie était de 4 200. Mais de combien est l'économie? Parce que c'est quand même ça, si toutefois il y en a eu. Alors, je vous ai mis le devis sur table, parce que c'est vrai qu'on l'a eu un peu tardivement, je crois. Donc le devis est de 878 € pour l'année. Donc dans ce devis de 878 €, vous avez un tarif par utilisateur. D'accord, donc c'est 12 € par conseiller municipal. Donc ça que si certains ne choisissent pas cette voie de convocation, ben, on ne paiera pas pour cette personne. Donc 31, parce que nous sommes 29 conseillers, je crois qu'il en faut un pour la DGS, c'est ça, et puis un pour Émilie qui gère les convocations. Donc il faut deux accès utilisateurs pour les services. Après vous avez une intervention logicielle de 185 € et une formation donc sur site d'une demi-journée de 210 €, sachant que la formation elle sera faite qu'une fois et les années suivantes il n'y aura plus de formation. Donc ça vous avez des frais fixes et des frais exceptionnels. Donc là on est à peu près à 878 € cette année puisqu'on met le système en place. Donc les années suivantes on descendra donc à 650 à peu près. Donc voilà, donc 650 € au lieu de 4200, ça me semble une économie intéressante. Non, 210 € puisque c'est 3 ans d'abonnement. Quoi? C'est 3 ans d'abonnement. 3 ans d'abonnement. Oui, mais c'est la formation. Non, on s'engage pour 3 ans, mais c'est par an. Donc qui est contre? C'est une dernière question par rapport aux dates de réception des dossiers. On reste toujours à 5 jours. Ah, on va rester sur le même timing, il n'y a pas de C'est problème. possible de rallonger un petit peu zèle. On va donner un attrait supplémentaire. Le règlement est voté, si vous lisez tout, je veux bien vous les envoyer un jour avant. Mais juste. Attention, vous êtes enregistré. Vous notez que l'envoi sera fait un jour avant, une situation exceptionnellement la prochaine. Je vous l'enverrai personnellement, de nos mails. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie beaucoup. Donc nous avons 3 DM à vous présenter. Donc une sur le budget communal, une sur le budget assainissement et une sur le budget eau potable.
Donc la première décision modificative donc, sur le budget communal. Donc en fait justement on parlait de rétrocession du bail commercial. Donc quand la commune a préempté le bail, elle a donc payé ce bail et quand on l'a revendu, on a donc reçu des recettes. Donc nous avons reçu 25 000 € de recettes, donc qui convient d'inscrire en crédit. Donc c'est ce que vous trouvez à la ligne 024, produit de cession. Donc cette somme-là, quand inscrite en recette, il faut équilibrer le budget donc, au niveau des dépenses. Donc le budget est équilibré au niveau des dépenses donc, sur la ligne 204, subvention d'équipement versée, donc pour 20 000 €. Et sur l'installation de voirie, 21,52 pour 5 000 €. C'est ça ? Non, pardon. Et pour le réseau d'électrification, mise en place de nouveaux panneaux numériques pour 12 000 €, avec un petit équilibre en diminution de crédit pour la mise en place des nouveaux panneaux numériques à l'école. Après, il y a un jeu d'écriture, parce qu'il y a un problème d'imputation qui nous a été remonté par la trésorerie. Donc les 5 000, c'était les panneaux de signalisation, qui n'ont pas été affectés sur la bonne ligne. Donc il y a un crédit débit, c'est un jeu d'écriture. Et pareil pour les 70 000 €, en fait on les change juste de chapitre. Donc c'est également un jeu d'écriture. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le point numéro 12, donc la décision modificative concernant le budget assainissement. Donc là, je vais laisser le rapporteur, Madame Klockner, vous expliquer ce point-là. Alors, cette décision, en fait, concerne l'amortissement, l'enregistrement comptable de l'amortissement qui n'a pas été fait au budget de l'assainissement. Nous avons mis en place des procédures de contrôle et nous nous sommes aperçus que ces amortissements n'avaient pas eu lieu depuis la sortie du budget communal, du budget assainissement du budget communal. Donc nous avons régularisé ces amortissements pour 2017 et pour 2018, tout simplement. Ces amortissements s'élèvent en totalité à 69 614. C'est un jeu d'écriture. Il n'y a pas de flux de trésorerie, c'est juste des charges comptables qui ont été régularisées. Le mot dépense utilisé par le Code général des collectivités territoriales n'est pas adapté. Il n'y a pas eu de sortie de trésorerie, je répète. C'est juste une régularisation comptable. Voilà. Je vous demande d'approuver, s'il vous plaît, cette décision municipale. Décision modificative. Vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Et enfin, la dernière décision modificative qui concerne le dernier budget de notre commune, qui est celui de l'eau potable. Lors de l'achèvement des travaux qui ont concerné ce budget, il y a eu une révision de prix. Nous étions sur un marché public de prix révisable. Et donc nous avons subi cette augmentation liée à la révision des prix de 4 660,61 €. Nous n'avons malheureusement pas suffisamment de recettes dans ce budget de potable, qui est un budget récent. Nous l'avons sorti du budget communal au 1er septembre 2017 simplement. Et pour pouvoir équilibrer ce budget, nous n'avons pas d'autre solution que d'avoir recours à l'emprunt. Voilà. Donc l'augmentation d'un côté des dépenses compensée par le recours à l'emprunt. C'est ce qui fait l'objet de cette décision modificative. Je vous demande d'approuver, s'il vous plaît, cette décision. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas un moyen de jeu d'écriture de transférer les fonds communaux au niveau de l'eau? Parce que c'est un emprunt pour 4 000. Alors, non, en fait, on n'a pas de moyens. Non, en fait, c'est une volonté de l'État, parce qu'en fait, vu qu'on est dans un projet de transfert des compétences, donc on va être dans un transfert des compétences d'eau potable, d'assainissement, donc c'est pour ça qu'on a demandé aux collectivités d'isoler en fait ces budgets pour qu'en cas de transfert de compétences, puisse remonter les budgets. Donc nous, le budget eau potable à la Morlaix, il est très faible, parce qu'on a un prix de l'eau très bas, il y a une volonté politique depuis toujours de ne pas augmenter le prix de l'eau
à la Morlaix. Donc on a un budget au comptable qui est dérisoire et qui ne permet absolument pas de compenser les investissements. Donc auparavant, effectivement, quand le budget au potable était dans le budget général, il se compensait par les rentrées, les recettes de la ville. Là, en fait, on est obligé de l'isoler, donc il n'y a plus de recettes en face, donc on est obligé de financer tout par l'emprunt. Donc quand il y aura la remontée de compétences, la CCAC récupérera l'actif et le passif, donc c'est-à-dire le budget avec les emprunts. Parce que cette notion de compétence ne devait pas démarrer en début 2018. Nous avons un délai supplémentaire. Monsieur Déhay nous a présenté ça. Donc là, en fait, il me semble que ça a été repoussé en 2025. Nous avons jusqu'en 2025. 2025, si il y aura un vote en comité de communes, il faut que, je sais plus, au moins 25% des communes souhaitent le report. Enfin, il y a une règle par rapport à ce vote. Mais effectivement, vous avez raison, initialement, c'était prévu au 1er janvier 2019. Nous pourrions aussi prendre la décision d'augmenter pour ne pas avoir recours à l'emprunt. Oui. Non, mais comme c'était les premières années, on aurait pu avoir une marge de tolérance et essayer de reprendre dans le budget communal. Non, on l'a pas. Ça n'est pas possible d'agir. Les deux budgets sont bien séparés. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, le point numéro 14, ce sont les modalités de calcul et d'application de la récupération de la redevance incitative. Donc, en fait, il s'agit pour la ville d'officialiser par une délibération la refacturation de la redevance incitative des ordures ménagères pour les agents qui logent dans les logements communaux. Donc en fait, cette récupération de la redevance était déjà effective, d'accord, depuis le 1er janvier 2016, mais en fait aujourd'hui la trésorerie nous demande une délibération qui soit adossée en fait au titre émis pour valider en fait le titre et qu'on puisse être remboursé de cette redevance. Donc en fait c'est une régularisation administrative de quelque chose qui se passait déjà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est une chose qui devrait être votée tous les ans ou là Non, c'est pour... Non, c'est pour régulariser. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le point numéro 15, donc c'est l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour l'année 2018. Donc ça c'est pareil, en fait c'est une délibération qui est obligatoire, donc il faut prendre, en sachant qu'elle ne nous concerne absolument pas commune de la Morlaix, puisqu'à ce jour nous n'avons plus d'instituteurs, nous n'avons plus que des professeurs des écoles, donc personne n'est concerné par cette délibération, mais on doit quand même la prendre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point numéro 16, donc c'est la validation des travaux d'éclairage du château et de l'église Saint-Nicolas par le SE60. Donc c'est un projet qui était prévu au DOV et donc au budget. Donc nous avons prévu donc l'éclairage de la façade du château ainsi que l'église Saint-Nicolas. Donc en fait ce projet est réalisé par le SE60 avec l'aide du SE60 puisque nous avons donné notre compétence au SE60 pour tout ce qui est gestion de l'énergie. Donc c'est eux qui installent en fait ce réseau et donc ce nouveau réseau sur la ville. Donc nous avons une aide du SE60 de 15% du montant. Donc vous avez les montants avec aide et sans aide pour pouvoir différencier aussi bien pour le château que pour l'église Saint-Nicolas. Vu que les travaux vont être un peu longs, donc le budget est passé sur 2 années comptables, donc une partie sur 2018 et le solde sur 2019 à 50%. Donc dans le tableau, pour que vous ayez toutes les informations, en fait il manque également la subvention du département
Et donc la subvention attendue du département pour ces travaux donc, est à peu près de 24 600 euros. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que les riverains, notamment de Gélévis, sont informés? Je ne sais pas. Alors, ils ne sont pas encore informés, ils vont y être. Donc ils ne sont pas encore informés, ils vont l'être. Par contre, de toute façon, l'éclairage du château sera, comme de l'église, sera allumé et éteint comme l'éclairage public. Donc ça ne va pas générer plus de nuisances visuelles qu'autre chose. Donc ils sauront quand il y aura les travaux, parce que forcément ça va générer des nuisances dans la rue, mais juste pour les travaux et pour l'éclairage, ça ne posera aucun souci. C'est 1h du matin. Pardon ? C'est 1h du matin. Ouais. Et par rapport à la consommation électrique, vous avez des projections? C'est tout, hein. Alors c'est plus du LED, c'est que la technologie LED. Il y a l'étude jointe au document. Il n'y a pas justement de... Non, mais il y a le matériel, les caractéristiques du matériel qui sont indiquées. Et au niveau consommation, non. C'est tout de la LED. Et effectivement, on pourra vous donner la consommation envisagée effectivement sur ce type de produit. Mais bon, ça sera très faible. D'une part, et ensuite ça sert aussi à mettre en valeur le patrimoine de la ville. Voilà. On a comme une belle église à Beauchâteau. On pense qu'il est judicieux de le mettre en valeur le soir. Voilà. Alors, en parallèle, juste pour tout ce qui appartient en parallèle, on va étudier également le passage en LED de l'éclairage public sur la ville, par contre, pour réduire cette facture d'électricité. D'autres questions? On propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc le point numéro 17, c'est l'actualisation des demandes de subventions au titre de la DETR. Donc la DETR, ce sont des subventions données par l'État. Donc normalement, ce document doit faire l'objet d'une simple décision, mais la préfecture, pour plus de sécurité, demande une délibération du conseil municipal. Voilà. Donc je propose ce document afin de délibérer donc les éventuelles subventions, enfin pas les éventuelles, les subventions qui seront accordées au titre de la DETR pour les travaux envisagés. Est-ce que vous avez des questions? Une question? Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point numéro 18, c'est l'autorisation donnée à Monsieur le maire de lancer la procédure de passation d'une délégation de service eau potable et à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la passation de cette DSP. Donc en fait la délégation de service eau potable donc, qui est assurée par Suez donc, arrive à son terme le 30 janvier 2019, donc bientôt. Qu'est-ce que j'ai dit 30 juin, j'ai dit janvier, pardon. 30 juin 2019. Donc il convient donc de renouveler la DSP et donc de lancer une procédure. Donc cette délibération est pour le lancement de la procédure. Est-ce que vous avez des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc toujours dans le cas de la DSP, donc pour pouvoir assurer cette DSP, donc cet appel d'offres, donc on se propose de se faire assister par les services de l'ADTO. Donc c'est pareil, on vous demande donc une délibération pour nous autoriser à utiliser les services de l'ADTO, donc pour un budget à peu près de 6 000 € TTC. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
point numéro 20, donc c'est l'autorisation donnée à Monsieur le maire de lancer et à signer l'ensemble des pièces nécessaires au lancement et à l'attribution du marché de restauration collective. Donc sur le même principe, donc, le marché de restauration collective donc, qui est assuré aujourd'hui par Dupont Restauration donc, arrive à son terme le 31 décembre 2018. Donc il convient de relancer une consultation. Est-ce que vous avez des questions? Quel est le montant aujourd'hui du marché avec Dupont? C'est marqué donc estimé à 300 000 euros par an. Non. Ça, c'est le montant que vous estimez pour le prochain marché. Je pense que le montant estimé, c'est le marché. Parce qu'il me semble que c'était de mémoire, c'était 350 000 euros. C'est ce que m'avait dit Madame Bella. Alors, pourquoi ça baisse de presque 15%? Donc on me dit, apparemment les repas sont facturés au nombre de repas, il y a moins d'enfants, il y a moins de repas, donc ça tombe. Est-ce que le cahier des charges relatif à cette consultation, je voulais savoir s'il était versé à un conseil municipal ou s'il était en commission ou il était à l'exclusion de... En commission. D'accord. Merci. Donc le marché sera attribué effectivement en commission. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est par rapport au montant, c'est-à-dire laisser, c'est pas ce qui me dérange, mais laisser carte blanche parce qu'on parle de 300 000 euros, mais à la fin on nous parle d'un contrat de 4 points. C'est-à-dire que là, on laisse carte blanche pour un contrat d'1,2 million quand même. Donc c'est pas quelque chose qui pourrait être revu tous les ans. C'est donc ce qui est prévu, donc on a fait la première réunion aujourd'hui, donc le marché sera reconductible tous les ans. C'est ce qui a été décidé. Justement pour se donner la liberté de changer de prestataire si il ne donnait pas satisfaction, comme ça semble l'être aujourd'hui. Sans pénalité? Sans pénalité. Non, le marché, on donne un marché d'un an, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, soit on le renouvelle pas sans pénalité. Mais le marché est attribué alors? Pardon? Le marché est déjà attribué? Non, on a commencé aujourd'hui, on a rencontré la DTO aujourd'hui pour commencer à discuter du cahier des charges. Donc il y a une réunion qui a eu lieu hier soir avec les parents d'élèves pour... vous êtes au courant, monsieur? Oui, j'étais de garde. Vous avez gardé des enfants. Donc pour commencer à élaborer le cahier des charges. Donc on est au tout début. Donc il y a un décret pour l'instant. On fait juste une remontée d'informations. Par rapport, donc c'est le moment de nous faire la remontée d'informations par rapport à ce que vous auriez souhaité comme amélioration. D'accord, et demain, oui, on me signale que demain il y a une commission à l'éducation où sera réabordé de nouveau ce marché de restauration collective. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le point numéro 21. Donc c'est la création de poste. Donc création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. La création, donc là il y a une petite erreur dans le titre, c'est pas 2 mais 3, puisque c'est repris dans le texte, de 3 postes de brigadier principal chef. D'un brigadier chef principal, pardon, et d'un poste d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe. Donc en fait, on a un premier poste qui doit être modifié suite au départ en retraite en fait, d'un de nos agents. Après, on souhaite recruter en fait, des agents de police municipale, donc on souhaite ouvrir des postes au tableau des effectifs. Et le dernier point, donc on a un agent qui a réussi un concours professionnel et donc cet agent est promouvable au grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe à temps non complet, mais bon, vu que le poste n'est pas ouvert, il faut l'ouvrir pour lui permettre de pouvoir évoluer dans sa carrière. Est-ce que vous avez des questions? C'est-à-dire que la plupart des postes, c'est des gens qui ont réussi les examens qui montent en grade? Non, uniquement le dernier. Uniquement le dernier. Et les postes de brigadier ne sont pas déjà pourvus? Non, c'est qu'en fait aujourd'hui... Trois agents. C'est pas pour remonter, laisser des places disponibles pour recruter des gens... C'est pour ouvrir en fait des places supérieures.
des places pour du personnel en plus. Mais les 3 promouvables seront-ils promus? En fait, c'est ça la question. S'ils font bien leur travail. C'est-à-dire que l'ouverture d'un poste, l'ouverture d'un... Non, je réponds à votre question. C'est que la compétence du conseil municipal, c'est d'ouvrir ou de fermer des postes. Donc ça veut dire, en fait, soit vous ouvrez une case libre, soit vous la fermez. Après, la case, une fois qu'elle est ouverte, on met quelqu'un dedans ou on ne met pas quelqu'un dedans. Alors, ça sera intéressant, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, ça sera intéressant au niveau RH d'avoir le tableau des effectifs global de la mairie. Je suis sûr qu'il y a plein de postes ouverts au tableau des effectifs qui ne sont pas remplis. Voilà. Donc, là, en tout cas, ces postes-là aujourd'hui ne sont pas ouverts et donc freinent notre recrutement. Donc, on souhaite les ouvrir pour éventuellement les remplir. Autre question, c'est-à-dire qu'il y a création de postes pour, entre guillemets, certains pour avoir la possibilité de monter, mais les postes subalternes seront fermés automatiquement dans le cas d'un recrutement, si j'en fais monter certains, si je suis en bas, je ne recrute pas. D'accord. Donc en fait, si je fais monter en grade, ceux du bas, je les garde pour éventuellement recruter à l'échelon inférieur. Donc aujourd'hui, ce sont des ouvertures de postes, mais ce ne sont pas des embauches ou des mutations. La seule mutation qui est, qui est actée aujourd'hui, c'est le dernier point, donc c'est l'agent qui a réussi son examen professionnel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et l'emploi permanent d'adjoint administratif? Pardon, excusez-moi. Concrètement, l'emploi permanent d'adjoint administratif, c'est pour faire quoi concrètement? Le premier point? Oui, la création. Donc donc on a le départ d'un agent qui est un agent contractuel, d'accord, donc qui était sur un contrat privé, d'accord, donc il n'y avait pas d'agent, c'est un agent public, donc en fait il faut ouvrir en fait un poste pour remplacer en fait cet agent. Donc en d'autres termes, donc M. Blandin part à la retraite, M. Blandin était sur un contrat privé, d'accord, dans le cadre d'un CDI, n'était pas fonctionnaire de la ville. Donc en fait, il faut ouvrir le poste ad hoc pour pouvoir recruter le fonctionnaire qui va le remplacer. Et justement, alors quel est l'intérêt? Pourquoi ne pas reprendre sous couvert d'un contrat privé? Est-ce que la gestion n'est pas plus facile sous couvert d'un contrat de gestion privée plutôt que d'un contrat d'employé d'État? Vous poserez la question sous préfet, puis normalement, vous devez, en tant que municipalité, dans la mesure du possible, privilégier l'emploi de fonctionnaire. C'est uniquement quand vous ne trouvez pas de fonctionnaire pour le poste à pourvoir que vous avez le droit d'embaucher un contrat. Normalement, c'est la règle. Après, on peut s'écarter de la règle. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Concernant l'adjoint patrimoine, souhaitez recruter. Non, les bons supérieurs recrutés au patrimoine, c'est une promotion d'un agent qui travaille déjà à la ville. Quelle est sa fonction? Adjoint du patrimoine, ça veut dire qu'il va s'occuper de gérer le patrimoine immobilier de... Elle travaille à la médiathèque. Quelqu'un qui travaille à la bibliothèque. C'est bon, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc le point numéro 22, c'est l'autorisation donnée au maire de se porter acquéreur au nom de la commune du lot B 6 allée des Saules. Donc il y a une division de terrain. Vous avez le plan qui est joint. Donc au niveau de l'allée des Saules, donc la première partie de ce terrain, le lot A, donc, fait l'objet de la préemption, donc au niveau de la décision 113. Et donc le lot B, la commune souhaite acquérir en fait ce terrain de gré à gré, donc hors préemption. Donc le principe, la préemption, donc vous avez déjà un acquéreur qui a signé une promesse. Donc en fait, la mairie préempte et donc se positionne à la place de l'acquéreur. Le lot B, aujourd'hui, il n'y a pas d'acquéreur, donc on est sur une acquisition simple. Donc dans les délégations qui sont données au maire,
le pouvoir de préemption est donné au maire sous forme de simple décision, sans avoir recours au conseil municipal. Dans le cas d'un achat, c'est différent. Je n'ai pas la compétence pour pouvoir acheter. Il faut une délibération du conseil municipal pour me donner la possibilité donc d'acheter ce terrain. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous avez une idée de la motivation? Je veux bien quand même que vous l'explicitiez devant nous. Je suis étonné de votre question, monsieur le président. Est-ce que vous êtes étonné de ma motivation? Non, je ne suis pas étonné, j'ai besoin d'avoir la motivation liée à cette décision. Je comprends le pourquoi en d'autres termes, c'est pas assez clair. Ce courrier-là, c'est vous qui l'avez écrit? Oui. C'est votre photo. Mais moi, je suis ravi pendant. Je vais vous lire votre courrier, comme ça vous aurez. Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est pas pour vous qui l'avez écrit, le courrier. Je suis ravi, c'est pour ça que je pose la question. Émettre un droit de préemption si la parcelle cotée à l'Allée des Saules était vendue à un promoteur. C'était votre engagement de campagne, monsieur Bourgeois, et vous demandez de me justifier aujourd'hui. Donc relisez votre engagement de campagne et en demandez de me justifier, monsieur Bourgeois. J'ai commencé ma question en vous disant que j'ai une petite idée, je suis ravi que vous inspiriez notre programme pour faire le vôtre. D'accord. Pour moi, la seule différence, c'était de pouvoir effectivement protéger cette zone, mais on aurait pu le faire sous classement de la zone. À partir de là, la personne qui a acheté cette parcelle ne pouvait pas construire comme elle le voulait. D'accord. Donc en fait, on aurait pu agrandir la zone en EBC. Comment vous classez en EBC. Comment vous vous mettez en EBC? Par une délibération, par une délibération de PLU. Par une délibération de PLU. Nous sommes en quelle date? Nous sommes aujourd'hui en septembre, d'accord? Le PLU ne sera pas voté avant, allez, au mieux juin 2019. Donc le permis de construire arrivera bien avant et vous ne pourrez pas mettre un EPC à ce moment-là une fois que la maison sera dessus. Voilà. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un acheter un terrain, d'accord, le payer comme un terrain à bâtir, et derrière arriver et le classer en EPC et lui faire perdre la totalité de sa valeur. Donc c'est pas possible. Ça a pourtant été fait. Pas loin. Pas par vous, mais par votre prédécesseur. Ah oui, je ne suis pas responsable de ce que font les prédécesseurs. Comme je ne suis pas responsable de ce qu'écrit M. Bourgeois. Je suis ravi que vous ayez fait des propositions. Ah oui, vous avez un intérêt quand même. Donc c'est cool. Cohérent. Comme quoi on a des points de convergence. Pas du contraire. Donc je vous propose de passer au vote. Vous avez d'autres questions? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous êtes pour? Vous avez dit en commission urbanisme, pas de... Oui, tous ces points ont été évoqués en commission urbanisme. Non, mais bon, j'ai gardé la même... voilà. Pardon? J'ai gardé le même avis. Voilà. Excusez-moi, on est d'accord, ça fait 3 contre et 26 contre. Il y en a 3 contre dans votre équipe? 4 contre. 4 contre, d'accord, merci. Donc le point numéro 23. Donc c'est l'autorisation donnée à Monsieur le maire de signer la convention de portage foncier entre le PFLO et la commune de La Vendée en vue de l'acquisition et du portage foncier de la propriété 620 chaussée Bertinval. Donc c'est un point qui a également été abordé en commission urbanisme. Donc il s'agit d'un terrain qui se situe chaussée Bertinval, au niveau de la zone de la seigneurie. Et donc le terrain qui bénéficie aujourd'hui d'un acquéreur, donc il y a une promesse d'achat qui est signée. Et donc en fait on se propose donc via le PFLO donc de préempter ce terrain. Donc le principe c'est que ça ne coûte immédiatement pas d'argent à la commune, puisque c'est le PFLO qui va acheter pour le compte de la commune le terrain. Voilà, donc il va le payer intégralement, qui va porter le terrain donc, pendant une durée de 5 ans. Et au bout de 5 ans, donc soit la ville a trouvé une destination avec une promotion
privé derrière, et donc le terrain sera revendu au promoteur que la commune aura désigné au prix d'achat, ou il n'y aura pas de projet, et à ce moment-là, c'est la commune qui devra racheter le terrain. Donc le prix du terrain est de 393 000 €, et donc je répète que la durée du portage est de 5 ans. Est-ce que vous avez des questions ? La question que j'ai posée pendant la commission, c'est quel est encore une fois le but d'acquérir ce type de terrain, sans parler que le PFLO se lance dans la dépollution des terrains, alors qu'apparemment il n'y a rien en pollution ou que du ponctuel. Et sur ce type de terrain, n'importe qui aurait pu construire. L'intérêt de cette acquisition, c'est d'ouvrir la possibilité à la ville d'augmenter son offre économique et de commerce ou d'installation de bureaux pour pouvoir s'implanter dans la ville. Aujourd'hui, je répète ce que j'ai dit en commission, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent s'installer sur la commune, mais malheureusement, la ville de La Marlée n'a pas de foncier. Donc en fait, on ne peut pas leur proposer de zone d'installation, nous n'avons rien à leur offrir. Donc on essaye de les mettre en contact avec des propriétaires privés pour essayer de trouver une solution. Donc on essaye de jouer ce rôle d'intermédiaire pour faciliter l'installation de ces entreprises sur la ville, puisque là, on a un intérêt à l'installation. Voilà, donc on a trouvé opportun ce terrain qui est assez grand, qui va pouvoir être divisé en cellules pour créer donc des bureaux pour l'installation de profession libérale. Voilà, on pourrait voir l'installation de cabinets d'avocats, voilà, donc de petites PME, du TP. Quelque part, on se substitue aux propriétaires privés et aux promoteurs. Là, en fait, l'acquéreur aujourd'hui, je vais vous dire, l'acquéreur qui souhaite acheter ce hangar, il veut y mettre une entreprise de placo. D'accord ? Tout seul. Donc il va immobiliser sur la ville de La Marlée 3000 m² de foncier juste pour lui, juste pour proposer des placos, parce que c'est son activité. Donc moi je propose ce terrain de 3000 m² de le diviser en 4 ou 5 cellules. On va pouvoir implanter 4 ou 5 bureaux, d'accord, où on va pouvoir venir exercer dans chaque bureau voilà, des 8 à 10 personnes. Et on va être sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, et on va mieux mobiliser le foncier. En utilisant l'argent public, alors que c'est du travail de privé. Non, on porte le projet, donc mais quand le privé n'y arrive pas, il faut que... L'idée de base est bonne, j'ai rien contre l'idée de base, mais c'est encore une fois utiliser l'argent public pour... On porte un projet, on paye 393, on rend 393, l'argent ne sort pas de la commune, c'est le PFLO. Le PFLO, c'est un organisme qui prélève énormément de taxes, qui a des comptes largement positifs, donc il faut savoir utiliser ses alliés pour avancer sur notre projet. Le PFLO, je vous invite à aller sur le site de PFLO, vous verrez la quantité de biens que porte le PFLO, c'est absolument c'est très important. Beaucoup de villes autour se servent le PFLO pour porter leur projet. Ça évite de mobiliser de l'argent du budget de la commune ou de recourir à l'emprunt. Donc pour lever déjà tout malentendu, pour que tout le conseil soit au courant, et vu que la rumeur va vite, j'ai une tante qui a des parts sur ce terrain. Ça n'empêche pas d'avoir un avis. On est en zone humide, avec la frontière du Marais. Il y a quand même pas mal d'arbres. On va construire des cellules, on va abattre des arbres, on va encore, la perméabilité des sols va encore en prendre un coup. Derrière, on sait qu'il y a déjà des problèmes sur les habitations, justement, allée des Saules et de la Pépinière. Moi, ça m'inquiète, très franchement. La destination, il y avait une société privée qui venait, alors oui, elle faisait du placo, environ 8 à 10 salariés, de ce que j'en sais. Je trouve ça étonnant de s'en mêler. Voilà, tout simplement. Le coût écologique est, à mon avis, important. Vous avez d'autres questions ? J'ai pas la réponse. Donc, je propose de passer au vote. Donc qui est contre ?
Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc la commune, la municipalité souhaite toujours mettre en place en fait un RLP, donc un règlement local de publicité. Donc il faut que l'on débatte aujourd'hui sur les orientations du règlement local de publicité. Donc en fait je vais essayer de vous commenter un document de présentation pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un règlement local de publicité. Voilà, super. Donc, le règlement local de publicité permet donc de contrôler un petit peu la publicité de la commune. Donc là, on va vous faire, voilà, il y a différentes images de publicité pour montrer un petit peu ce qu'est la publicité. Donc, publicité numérique, la publicité sur d'immobilier urbain. Voilà, les panneaux d'agences immobilières qui sont affichés là sont également de la publicité. Vous pouvez avoir de la publicité posée au sol, d'un commerçant qui met un petit écriteau. Donc ça, ce sont des préenseignes. Les préenseignes, ce sont des affiches qui indiquent une direction. Voilà, à partir du moment où on indique une direction, ça s'appelle une préenseigne. Voilà, donc là, il y en a également donc, au niveau de la ville qui indique donc des endroits. Donc, ça également, ce sont des préenseignes que vous avez sur la ville. Les enseignes, vous avez également des enseignes qui sont sur les murs des commerces. Voilà, donc de différentes tailles, donc d'autres qui peuvent être scellées au sol. Voilà, une autre voilà, qui est scellée au sol, toujours pareil, scellée au sol. Tout ça, ce sont des enseignes. On peut avoir également des enseignes qui sont en toiture. Donc là, vous avez un modèle. Alors, nous avons également d'autres dispositifs qui peuvent être concernés par ce RLP. Donc ce sont des dispositifs temporaires. Donc là, vous avez un exemple de dispositif temporaire. Là, c'en est un autre. Voilà, c'est un véhicule publicitaire comme ça. Il n'a pas vocation à aller acheter sa baguette avec, hein, donc il est juste là pour faire de la pub. Les affichages d'opinion publique, les affichages libres, ce sont également des affichages d'opinion. Donc les dispositifs qui ne relèvent pas du RLP, donc ce sont les dispositifs qui relèvent du code de la route. Voilà, donc ça n'est pas concerné par le RLP. Voilà, ça non plus. Les indications ne relèvent pas également du RLP. Voilà, le mobilier urbain, c'est du mobilier urbain qui est non publicitaire, donc c'est juste de l'information. Toujours non publicitaire. Alors, c'est pour montrer quelques exemples. Donc là, on revient un petit peu en arrière. On va aller vite, mais pas trop. Je n'ai pas le temps de parler. Donc ça, c'est du mobilier urbain, mais il n'y a pas de publicité. Donc là, on ne relève pas du RLP sur ce type de mobilier urbain. Donc ça, ce sont des véhicules donc, où il y a de la pub dessus, mais eux, ce sont des véhicules qui sont faits essentiellement pour se déplacer, donc qui ne relèvent pas du RLP. Donc le règlement national, donc ça c'est très important. Donc le Code de l'environnement a pour objectif la protection du cadre de vie. Donc il interdit la publicité sur les monuments classés ou inscrits et dans leur périmètre, dans les parcs nationaux. Voilà, donc c'est à ce titre. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Les sites classés, les sites patrimoniaux remarquables, les zones Natura 2000 et les parcs naturels régionaux. Donc c'est à ce titre-là qu'on intervient, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous a montré, c'est interdit. D'accord ? Voilà. Donc la publicité est également interdite hors agglomération. Donc dans les lieux où la publicité est admise, elle est soumise à des contraintes de surface, de hauteur, de nombre, suivant la population de la ville. Donc au niveau des enseignes, donc les enseignes au niveau des magasins, ça sont toujours autorisées, donc même si on est dans un plein air. Donc la surface des enseignes ne doit pas dépasser 15% de la surface de la façade, donc il y a des règles, et 25% pour les façades inférieures à 50 mètres carrés. Donc normalement, les enseignes ne doivent pas dépasser du support sur lequel elles sont imposées. Donc ça, typiquement, c'est pas autorisé. Ça. Elles doivent rester dans le support. Les enseignes scellées au sol ou posées au sol sont limitées à une par établissement et par voie et à 6 mètres carrés. Donc quand on dit 6 mètres carrés, la surface, c'est la surface recto-verso. D'accord, c'est qu'on compte toute l'enseigne, toute la pub. Hein. C'est pas uniquement d'un côté. Donc également les enseignes en toiture, elles sont composées de lettres, de signes découpés. Alors le règlement local de publicité, donc on en vient directement à notre sujet.
Donc en fait, le règlement local, il adapte le règlement national à la géographie, à l'histoire, à l'architecture, à l'urbanisme et à l'activité commerciale de la ville. Donc normalement, le règlement local, il a une vocation restrictive pour diminuer le nombre de panneaux, réduire leur format, donc protéger certains lieux non prévus par le règlement national et la limitation de la profession des enseignes et des prescriptions qualitatives pour les enseignes du centre-ville. Donc quel est l'intérêt d'un règlement local à la Morée? Donc c'est admettre certaines formes de publicité, donc maîtriser les enseignes de la zone d'activité, fixer des règles qualitatives aux enseignes de commerce de proximité et donner au maire le pouvoir de police, donc autorisation et sanctions éventuelles. Admettre certaines formes de publicité, donc je le disais tout à l'heure, dans un parc régional, la publicité est interdite. Voilà, donc là c'est une particularité du RLP, c'est que grâce au RLP, donc c'est interdit, mais grâce au RLP, on va pouvoir déroger à cette interdiction. Voilà. Donc on va permettre une certaine forme de publicité, donc, mais qui va être encadrée. Donc on va pouvoir mettre un peu de pub sur le mobilier urbain publicitaire. Alors après, donc l'autre intérêt, donc, c'est de maîtriser les enseignes de la zone d'activité. Donc les enseignes scellées au sol et les enseignes en toiture, donc qui ont un impact sur les perspectives. Fixer des règles qualitatives aux enseignes de commerce de proximité. Voilà, donc c'est mettre en cohérence le RLP et la charte des enseignes, avec un objectif, la mise en valeur du caractère villageois de la commune. Donc, les orientations, donc, afin de répondre aux besoins des habitants, un besoin culturel, à la nécessaire animation de la vie locale, et donc de définir les conditions d'installation du mobilier urbain publicitaire. Réduire les dimensions des enseignes scellées au sol, limiter la hauteur des enseignes en toiture, exiger une qualité d'enseigne avec des matériaux, un type d'éclairage et un type d'installation. Mettre en cohérence la charte des devantures et les règles des enseignes, limiter le nombre d'enseignes par établissement, privilégier les lettres découpées et maîtriser l'utilisation des clôtures. Limiter le nombre d'enseignes par établissement, toujours privilégier les lettres découpées, donc là vous avez quelques exemples. Voilà. Donc, maîtriser également l'utilisation des clôtures, avec une attention particulière pour la départementale 2016, où on voit un petit peu la profusion de toute forme de publicité. Donc encadrer également les dimensions des enseignes numériques. Alors on n'a pas encore sur la ville, mais ça pourrait éventuellement arriver. Fixer des horaires d'extinction pour les dispositifs éclairés, donc on pourra exiger que l'extinction de l'éclairage des vitrines à partir d'une certaine heure, pour les économies d'énergie. Et donc toutes les enseignes seront soumises à l'autorisation préalable du maire, d'accord? Et donc il y aura à ce moment-là un échange avec les administrés. Donc pour info, aujourd'hui, toutes ces autorisations partent en préfecture, donc sont instruites par la préfecture, échappent complètement au contrôle de la mairie, donc on a aucune possibilité d'action sur l'embellissement un petit peu de notre centre-ville et de nos commerces. Donc le mobilier urbain publicitaire. Donc le mobilier urbain publicitaire rend un service aux usagers de la voie publique. Il abrite ou informe, mise en place à l'issue d'une consultation, donc concession de service, et la ville garde la maîtrise des lieux d'implantation. Le principe est l'échange. Le concessionnaire fournit et entretient les mobiliers en échange de l'exploitation publicitaire, et la ville peut obtenir des contreparties supplémentaires à la fourniture de mobilier pour l'affichage libre ou des plans. Voilà, donc ça c'était la présentation pour présenter un petit peu quel était l'intérêt, quelles étaient les orientations du règlement local de publicité. Est-ce que vous avez des questions? On va allumer peut-être un peu, on se voit, dans le sens. C'est pas des questions, c'est juste une remarque. Comme vous le savez, forcément, je suis commerçant. Oui. Et moi, un dossier est passé au niveau de l'urbanisme.
au sujet de l'accessibilité, au sujet Ah, de mais la c'est autre rue. chose. Non, mais tout est passé, c'est X feuillets, tout est passé en mairie, c'est passé à la CCAC, c'est passé en préfecture, et ça m'est revenu avec des contraintes. Donc je ne comprends pas pourquoi, à l'heure actuelle, il y a encore des boutiques ou des enseignes qui ne sont pas dans les normes. Il y a un problème quelque part. Non, c'est pas qu'il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de normes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de règles. C'est qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi je suis passé par des règles? Pourquoi on m'a donné des... Oui, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez fourni un dossier. Alors, je vais vous parler uniquement de l'affichage publicitaire d'enseigne extérieure. D'accord? Ça concerne uniquement ce sujet-là. Pas l'accessibilité ou les autres points d'analyse. Ensemble de feuillets dans un dossier. Oui, bien sûr. De toute façon, vous avez vu mon dossier passer. Mais par exemple, aujourd'hui, votre lettrage, si vous l'aviez fait 10 cm supérieur ou 10 cm inférieur, personne ne vous aurait rien dit. Le dossier aurait été accepté également. Quoi. Ah oui, vous demandez des pièces. À des comment ça s'appelle, au niveau de tout ce qui est sur vitrine, j'ai été épluché de long en large. Ah, au niveau de l'ABF, mais pas au niveau de la couleur. Même de la couleur. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi refaire un travail qui existe déjà. Si, aujourd'hui, ce travail-là, ce travail-là déjà échappe à la police du maire, parce que c'est pas le maire qui instruit et c'est pas le maire qui donne les autorisations. Donc à ma connaissance, il y a une charte qui avait été faite à un moment avec l'ABF pour les façades des commerces, mais en fait c'est une charte consultative, il n'y a pas d'obligation. Donc là ça permet d'encadrer en fait la procédure. Très concrètement, il va y avoir un règlement. Est-ce que les commerçants qui ont déjà leur enseigne, est-ce que ce sera un règlement rétroactif ou ce sera... Les commerçants ont 5 ans pour se mettre dans 6 ans. 6 ans pour se mettre dans. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une idée quand même du nombre de commerçants qui ne sont pas dans les clous? Vu que le règlement n'a pas été écrit, parce qu'en fait, dans le règlement, par principe, c'est on met ce que l'on souhaite voir. Donc maintenant, vu qu'on en est au stade des discussions, le règlement n'a pas été écrit. Donc je ne peux pas vous dire le nombre de commerces qui sont hors des clous, parce qu'en fait, pour l'instant, le contenu même du RLP, je ne le connais pas. Même si j'ai eu 2-3 idées. Oui, quand vous avez parlé des 6 mètres pour les enseignes au sol, 6 mètres carrés. 6 mètres carrés, non, ça c'est la loi, ça. Hein, donc, je pense que vous nous avez montré, c'est déjà pas dans les clous, a priori. Ah si, non, ce que vous avez vu, non. L'enseigne que je vous ai montrée, elle fait pas 6 mètres carrés. Donc justement, c'est une question que j'ai posée, c'est une enseigne qui fait à peine 1 mètre carré. Recto verso. Elle fait plus, mais elle est inférieure aussi. Les questions, qui est-ce qui prendra le pas l'un par rapport à l'autre? Par exemple, moi qui ai eu les autorisations au niveau de la préfecture, au niveau des ABF et tous ces organismes, qui va prendre le pas si vous mettez des contraintes qui sont différentes? C'est un règlement supra qui vient se mettre au-dessus. Donc en fait, le magasin devra se mettre aux normes par rapport au RLP qui sera voté en conseil municipal. Ça veut dire que les autorisations ABF et préfecture n'auront plus aucune valeur? Si vous êtes complètement hors des clous. L'objectif étant d'aller vers un centre-ville qualitatif, voilà. de pouvoir offrir de belles vitrines, qui ait une uniformité un petit peu au niveau des couleurs, de la présentation extérieure des vitrines, donc c'est d'augmenter l'aspect qualitatif. Il y a 2 aspects, donc ça c'est le premier. Vous focalisez un petit peu sur celui-ci, mais vous avez complètement occulté le deuxième aspect. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que l'ensemble du mobilier urbain d'abribus est à l'abandon. D'accord. Donc ce RLP permet de retrouver un nouveau concessionnaire pour donc, lui donner la concession de ce mobilier urbain et donc permettra de renouveler intégralement le parc des abribus de la ville et donc ce concessionnaire en contrepartie d'avoir les bénéfices des revenus publicitaires présents dans les abribus, donc fournira, j'allais dire en échange, donc la pose de nouveaux abribus et ainsi que leur entretien. Petite
petit aparté, peut-être en profiter pour mettre un abribus pour les habitants de la Morlaix sur la gare de Chantilly à la gare routière. Donc vous voulez que je paye un abribus à Chantilly? Mais comme l'a fait Oui, mais c'est Dieu, pour les habitants de la Morlaix, puisque c'est l'arrêt de la Morlaix. on est la seule ville, à la gare de Chantilly, on est la seule ville à ne pas avoir d'abribus. Ah, d'accord. Oui, non mais il y a quand même pourra pas mal de collégiens ça et pourra faire lycéens. partie du marché justement mobilier urbain qui va être mis en place avec ça. C'est peut-être la seule ville à ne pas avoir de marché de mobilier urbain. Aujourd'hui, on ne peut pas, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas renouveler tout ce parc d'abribus, tout ce mobilier urbain, on ne peut pas lancer le marché. Aucune entreprise ne pourra répondre si on met en place le RLP. Parce que la publicité est interdite sur la ville. Donc il faut d'abord l'autoriser via le RLP, en dérogeant au règlement national, puisque nous sommes dans un PNR, et une fois qu'on déroge au règlement national via le RLP, on permet une implantation de mobilier urbain publicitaire. Voilà. C'est comme ça que Chantilly également peut mettre des abribus dans sa ville, parce qu'ils ont également un RLP. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le domaine public est concerné, mais exclu du chétif que vous évoquiez sur les abribus et le... Non, il n'y aura pas d'affichage publicitaire dans le LIS. Aujourd'hui, les abribus qui sont positionnés dans le LIS sont financés par la SLC. C'est ça? Vous avez d'autres questions? Je propose de passer au vote. Ah non, il n'y a pas de vote, il faut juste prendre acte de la tenue d'un débat. Il n'y a pas de vote, excusez-moi. Et voilà, c'était le dernier point. À ma connaissance, il n'y a pas eu de questions diverses posées cette fois-ci. Vous avez évité un peu de travail. D'accord, c'est gentil. Pour mon retour de vacances, je vous remercie de m'avoir épargné. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Donc le prochain conseil a lieu le 10 octobre. Voilà. Et donc je vous invite à participer aux commissions, notamment à la commission éducation. Demain, où sera évoqué le marché de restauration scolaire. Merci, bonne soirée.